La domestication des plantes, nous sommes toujours sur le chapitre domestication des plantes en classe de terminale, spécialité SVT, et nous allons travailler aujourd'hui sur les conséquences génétiques de la domestication. Donc nous avons déjà travaillé sur la domestication des plantes. Maintenant, aujourd'hui, ce que l'on voit dans ce cours, ce sont les conséquences génétiques de cette domestication. Une espèce cultivée présente souvent de nombreuses variétés, donc c'est une forme de biodiversité, et cette diversité résulte de mutations dans les gènes particuliers. L'étude des génomes montre un appauvrissement global de la diversité allélique lors de la domestication. Donc ça, c'est une affirmation gratuite que nous allons essayer de démontrer. Donc il s'agit là, dans ce cours, d'identifier la diversité biologique de certaines plantes cultivées, tomates, choux, pommes de terre par exemple, et de voir en parallèle, évidemment, les conséquences génétiques de cette domestication. Alors, notre objectif sera en fait d'approfondir un aspect fondamental de la domestication des plantes, c'est-à-dire que son effet sur la diversité génétique ou allélique des variétés cultivées sera pris en compte. Elle conduit, cette domestication des plantes, aussi à s'intéresser à l'histoire évolutive des plantes domestiquées depuis l'espèce ancestrale sauvage et s'inscrit donc dans le temps. C'est le cas par exemple du riz. On verra un exemple, donc l'histoire du riz. Toutefois, les processus de domestication se sont accélérés depuis le début du XXe siècle et ont conduit à une augmentation très importante du nombre de nouvelles variétés. On verra que la diversité génétique des espèces cultivées ne s'en trouve pas renforcée, bien au contraire, même si ça peut paraître un paradoxe. Essayons tout d'abord de dégager une problématique. Donc nous travaillons sur les conséquences génétiques de la domestication des plantes. Depuis les premières récoltes et semis opérés par les populations néolithiques jusqu'aux ciseaux moléculaires des laboratoires de biotechnologie, c'est-à-dire des enzymes en fait. Toute l'histoire de la domestication des plantes a consisté à privilégier certaines caractéristiques héréditaires plutôt que d'autres. On peut dégager l'une des nombreuses problématiques. Quels effets la domestication a-t-elle sur la diversité allélique des plantes? Alors les allèles, vous vous souvenez, ce sont différentes versions d'un même gène. Nous allons travailler sur deux aspects correspondant à ces effets. D'abord, l'évolution de la diversité allélique au cours d'un processus de domestication, en prenant l'exemple du riz. Et ensuite, nous verrons les effets génétiques des méthodes actuelles de création variétale, donc de différentes populations de plantes. Commençons par l'évolution de la diversité allélique au cours d'un processus de domestication. Il vous arrive de manger du riz. Et vous dites, le riz est trop cuit, il est pâteux, ou le riz n'est pas assez cuit, il est trop dur à craquer, à croquer, à manger. Donc on distingue en fait des riz qui peuvent être des riz gluants ou des riz non gluants. En fait, ça dépend évidemment de la cuisson, mais pas que cela, puisque la génétique va intervenir. Le riz, c'est une céréale. C'est une céréale dont la domestication a débuté il y a 10 000 ans en Inde et en Chine. On estime qu'il existe actuellement plus de 150 000 variétés de riz qui diffèrent par la forme du grain, par la couleur, par ses qualités gustatives, par son comportement gluant ou non gluant après la cuisson.
Ce dernier caractère est dû au type d'amidon contenu dans le grain. C'est-à-dire que plus l'amidon est riche en amylopectine et pauvre en amylose, retenez bien ce caractère, eh bien plus le riz cuit sera gluant. En fait, le caractère gluant est dû à l'amylose. Plus, ou on va dire moins il y a d'amylose, plus le riz sera gluant. Et donc, plus il y a d'amylose, plus le riz sera non gluant. De façon pour dire la même chose. Or, de quoi dépend cette teneur en amylose? Eh bien, cette teneur en amylose est sous le contrôle d'un gène que l'on appelle WAXY, W-A-X-Y, ou bien WX. Codant, donc ce gène code pour une enzyme GBSSI qui catalyse la synthèse d'amylose. Donc on sait bien que du génotype au phénotype, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour... Donc un gène va donner une protéine. Là, on aura une protéine enzymatique. Donc ce gène WAXY ou WX qui s'exprime donne une protéine enzymatique que l'on appelle GBSSI et qui va donc synthétiser, qui va aider à catalyser la synthèse d'amylose. Il existe différents allèles de ce gène WX permettant de produire des enzymes GBSSI différentes et plus ou moins efficaces. Alors on peut s'amuser à regarder les résultats d'une électrophorèse qui met en évidence la présence d'une enzyme dans 3 variétés porteuses respectivement des allèles WXB, WXLV, LV ou TV, je ne sais pas, LV, WXLV et WX petit a. Alors, comment est-ce que l'on peut interpréter cette électrophorèse sans avoir le document sous les yeux? Eh bien simplement parce que je vais vous donner la réponse. Mais avant de vous donner la réponse, juste quelques mots donc, sur ce document qui va présenter l'exemple d'un caractère sélectionné au cours du processus de domestication chez l'espèce de riz Oryza rufipognon. Le caractère sélectionné n'a pas valeur agronomique intrinsèque, mais une valeur culturelle, c'est-à-dire gastronomique. L'apparition de mutations à plusieurs reprises au cours de l'histoire évolutive du riz a conduit les individus mutés à produire des grains plus ou moins riches en amylose et donc en l'occurrence moins riches en amylose et donc devenant de plus en plus gluants à la cuisson, c'est-à-dire ayant une tendance plus ou moins forte à rester agrégés les uns les autres. Donc les documents que nous étudions permettent de caractériser les riz gluants sur le plan biochimique. Et donc on en est venu à faire une électrophorèse, dont je vous invite à revoir le principe dans un autre cours. Et comment interpréter l'électrophorèse? Donc je ne vous montre pas les images, mais je vous explique. Donc essayez de trouver en fait sur Internet un résultat d'électrophorèse qui met en évidence la présence de l'enzyme GBSSI dans 3 variétés porteuses respectivement des allèles WXB, WXLV et WXA. Donc voici le résultat et l'interprétation. Voici surtout l'interprétation, donc interprétation de l'électrophorèse. La présence de l'enzyme GBSSI catalysant l'amylose est identifiable pour 3 variétés de riz porteuses des allèles WXB,
WLV et W, alors WXLV et WXA. On observe, et là je vous donne l'interprétation, enfin le résultat de l'observation et de l'interprétation, on observe que la variété, la première variété WXB, présente une faible quantité de GBSSI, donc faible quantité d'enzymes, et a donc une caractéristique gluante nettement plus prononcée que les deux dernières. Donc, on pourrait retracer l'histoire évolutive de la texture du riz en indiquant que la variété porteuse de l'allèle WXA est moins riche en amylose et donc gluante, donc plus gluante que la variété porteuse de l'allèle WXLV. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il faut interpréter un deuxième document. Donc, deuxième document, c'est la diversification des allèles responsables de la texture du riz lors du processus de domestication. Et on a en parallèle les fréquences alléliques dans quelques populations actuelles, donc en Chine du Sud, en Chine du Nord, au Japon et en Corée, avec la présentation des différents allèles WXLV, WXB, WX et WXA, et puis autres allèles. Alors, d'abord, il faut essayer de comprendre le schéma qui est devant vous, correspondant à la diversification des allèles responsables de la texture du riz lors du processus de domestication. On a au départ le riz sauvage, Oryza rufipognon. Il est intéressant, plus ou moins intéressant, parce qu'il a une aptitude à la dispersion des graines. Intéressant ou pas intéressant? Pas trop en fait. Grain de petite taille, intéressant ou pas? Pas trop. Et riz non collant, intéressant ou pas? Ça dépend. Bon. Donc en tout cas, ce sont les propriétés du riz sauvage à l'époque. Il y a à peu près, donc au-delà, donc en deçà ou bien avant 10 000 ans à peu près. Alors, si vous regardez, vous avez des sélections empiriques, avec notamment entre 10 000 ans et 9 000 ans, donc une augmentation de la taille des grains par rapport à la taille des grains du riz sauvage, et perte de l'aptitude à la dispersion, donc plus intéressant que ce qui se passait dans le riz sauvage où la dispersion était importante et les grains étaient de petite taille. Et ces grains de petite taille étaient riches en amylose. Donc sélection empirique, ça veut dire que les hommes, en fait, les agriculteurs de l'époque, il y a très longtemps, moins de 10 000 ans, et à partir de moins de 10 000 ans, en fait, eh bien, sélectionner de manière empirique, ça veut dire on regarde les choses telles qu'elles sont. On ne cherche pas à faire des hypothèses, etc. On voit des grains, enfin des pieds de riz sauvages avec les 3 caractères. Voilà, c'est ce que l'on observe. Et donc, petit à petit, les agriculteurs de l'époque ont sélectionné des pieds de riz à partir des pieds de riz sauvage et d'autres pieds qui sont apparus, des pieds qui permettaient une augmentation de la taille des grains et de la perte de l'aptitude à la dispersion. Et on obtenait donc, des sélections de manière empirique. Et là, on a eu, à partir de moins 10 000, moins 9 000 ans, un premier épisode de domestication en Chine du Nord. Donc, premier épisode de domestication en Chine du Nord. Et puis, il y a eu une séparation, en fait, due à des mutations. Donc, une série de mutations a donné des grains, enfin des pieds de riz, des plantes donc, qui avaient des grains riches en amylose. Et puis, on a eu un deuxième épisode de domestication il y a à peu près 9500 ans, donc, où on obtenait également des grains riches en amylose, suite à une mutation. Donc, mais ceci après le deuxième épisode de domestication en Chine du Sud. Donc on était arrivé à peu près à 8000 ans donc on avait des grains riches en amylose dans les espèces
qui possédait l'allèle WXLV2 et de l'autre côté, après le deuxième épisode de domestication, eh bien WXLV2 également, et les grains étaient riches en amylose. Et puis, le temps a passé, les sélections empiriques se faisaient toujours, et on a obtenu à partir de grains riches en amylose, donc des pieds qui ont subi à nouveau des mutations pour obtenir WXB avec des grains moins riches en amylose et le riz était plus collant. Nouvelle mutation encore, donc sélection empirique toujours, on obtenait des grains sans amylose et les riz étaient gluants. Et de l'autre côté, après le deuxième épisode de domestication, eh bien, on a eu, à partir des grains riches en amylose, donc des mutations qui se sont faites, avec sélection empirique également, pour obtenir un pied WXA, dont les grains étaient moins riches en amylose. Et donc, voilà, globalement, alors comment est-ce que l'on peut interpréter tout ça, puisque l'explication que je vous ai donnée est assez confuse. Donc, ça correspond en fait à l'histoire évolutive de la texture du riz, indiquant que la variété porteuse de l'allèle WXA est moins riche en amylose et donc plus gluante que la variété porteuse de l'allèle WX. Alors, donc, 5 points à noter. Premier point, c'est que l'espèce ancestrale Oryza rufipognon a subi 2 épisodes de domestication, le premier peu après moins 10 000 ans en Chine du Nord et le second en Chine du Sud peu après 9 000 ans. Dans les 2 cas, les traits conduisant à l'augmentation de la taille des grains ou à la perte d'aptitude à les disperser sont positivement sélectionnés. Deuxième point, vers 8000 ans à peu près de l'histoire du riz. Au nord comme au sud, les variétés présentent des caractéristiques proches, bien qu'elles aient pu accumuler des mutations sur des locus différents. Ensuite, entre moins 8000 et moins 6000 ans, en Chine du Nord, une mutation entraîne l'apparition de l'allèle WB à l'origine du riz plus collant. Cette caractéristique appréciée des populations humaines sera alors positivement sélectionnée puisque la fréquence de l'allèle responsable est de 100% à l'extrême nord de la Chine et donc de 100% à l'extrême nord de la Chine et de respectivement 60 à 80% au Japon et en Corée. Sa fréquence actuelle en Chine du Sud n'est que de 30% et correspond sans doute à des échanges entre les 2 régions. Quatrième point, c'est qu'on observe que la présence de l'allèle muté WX, apparue vers moins 5000 ans à peu près, est circonscrite à la Corée et au Japon, où le riz gluant est très prisé. La fréquence de 13% dans la région sud est là aussi probablement liée à des flux récents. Et enfin, 5e point, l'allèle WXA, présent depuis moins 5000 ans en Chine du Sud, est absent des autres régions et représente 40% de la fréquence allélique du gène VAXI. La lecture en colonne du tableau traduit les goûts alimentaires des différentes régions, la Chine du Sud et les pays limitrophes, et ainsi que dans une moindre mesure le Japon, appréciant davantage la diversité des textures du riz. Donc nous voyons que la diversification allélique au cours de la domestication a ici été conservée pour les populations humaines et est à l'origine d'un accroissement de la richesse allélique. Cet exemple montre aussi que les caractères agronomiques n'ont pas été les seuls à faire l'objet d'un processus de sélection empirique. Voilà, donc, alors évidemment c'est un petit peu confus, hein, c'est pas évident à expliquer non plus. Nous allons passer maintenant aux effets génétiques des méthodes actuelles de création variétale. Alors, nous allons nous baser sur un graphique correspondant aux indicateurs de diversité génétique
en fonction des années de 1910 à 2010 à peu près. Et également au nombre de variétés en fonction des années de 1910 à 2010 également. Donc on fait les deux graphiques en parallèle avec sur l'axe des Y d'un côté l'indicateur de diversité génétique, en fait il est par là, donc qui est en vert sur mon graphe, et de l'autre côté le nombre de variétés. Et nous allons essayer d'expliquer. Mais avant d'expliquer ces résultats, quelques mots importants. À la fin du XXe siècle, face à l'érosion génétique des variétés agricoles et aux risques potentiels posés par des situations de monopole de quelques grands producteurs de semences, un mouvement international émerge, mobilisant les organismes de recherche nationaux comme l'INRA et le CIRAD en France, les organismes internationaux et les collectifs d'agriculteurs. Ce mouvement participatif vise à redonner aux agriculteurs la maîtrise de la sélection et de la production de semences. Les stations de recherche venant en appui sur la réalisation et l'étude de croisement. En 2018, les eurodéputés ont voté une loi autorisant désormais les agriculteurs pratiquant l'agriculture biologique à produire leurs propres semences et à les commercialiser. La loi qui entrera en vigueur en 2021 mettra un terme à l'application du décret de 1981 qui interdit la commercialisation des semences en dehors du catalogue officiel. Donc vous voyez, on parlait là de mouvement en faveur d'une diversification renouvelée de variétés cultivées, mais qui mettait un interdit à la commercialisation de semences en dehors du catalogue officiel. Donc il y a un catalogue officiel. Alors, voyons maintenant pourquoi est-ce qu'il y a eu un effondrement de la diversité génétique des plantes cultivées, comme on l'avait dit dans l'introduction précédente. Eh bien, au XIXe siècle, les variétés de pays sont cultivées et font l'objet d'une sélection paysanne. Leur hétérogénéité génétique est très forte, c'est-à-dire, sous une même appellation, on trouve alors des plantes semblables mais au génome diversifié. La sélection programmée apparaît avec l'industrialisation et les nouvelles pratiques agricoles. Les lignées anciennes, qui en résultent, sont plus nombreuses et génétiquement bien plus homogènes que les variétés de pays. Une nouvelle période de création variétale s'ouvre alors après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que toute nouvelle variété doit désormais obtenir une autorisation administrative pour être commercialisée. Les critères imposés par la réglementation font que ces lignées pures modernes sont encore plus homogènes que les précédentes. Dès 1964, elles deviennent le seul type de variété cultivée et autorisée à la commercialisation. Ainsi, le nombre de variétés ne cesse d'augmenter, mais la diversité génétique intra- et intervariétale ne cesse au contraire de diminuer. Et c'est bien ce que nous montre le graphe correspondant à l'évolution des diversités génétiques et variétales des blés cultivés en France. Essayons de préciser un petit peu plus. Ce n'est pas évident à comprendre, je vous l'avoue, mais on voit les effets récents d'une nouvelle méthode de création variétale. Donc ces nouvelles méthodes, donc ces effets ont provoqué un appauvrissement global de la diversité génétique des plantes. On aurait pu penser le contraire, mais en fait la diversité génétique des blés français, par exemple, en 1912, avait une valeur de 0,96%. Donc là, on essaie d'interpréter le graphique que vous n'avez pas devant les yeux, et dont vous allez vous contenter de l'explication, sachant que j'espère que vous allez trouver ce graphique dans votre manuel.
Donc je répète que la diversité génétique des blés français en 1912 avait la valeur de 0,96 par rapport à une valeur de référence de 1. On observe une diminution de cette diversité au cours du XXe siècle et du début du XXIe siècle. L'érosion de la diversité génétique peut ainsi être mise en évidence et analysée. C'est-à-dire, premier point, entre 1912 et 1950 environ, la baisse est régulière de 0,96 à 0,73, soit une perte de 0,6% environ par an. Deuxième point, une forte baisse est observée entre 1950 et 1952 au rythme annuel de 10% pour s'atténuer, mais poursuivre sa baisse à un rythme élevé jusqu'en 1963 où elle atteint 0,55 correspondant à une perte annuelle de l'ordre de 1,2%, soit le double de la première moitié du siècle, et cette période d'après-guerre correspond à l'accélération de la création variétale et à l'instauration de règles administratives imposant une véritable stabilité des variétés pour être commercialisées et donc une plus grande homogénéité génétique. Troisième point. Depuis 1963, la diversité génétique fluctue au cours des décennies suivantes entre 0,48 et 0,69. Le début du XXIe siècle voit s'amorcer une baisse de la diversité génétique pour atteindre des valeurs de l'ordre de 0,48 comme au début des années 1970, ce qui représente la moitié de la diversité génétique estimée en 1912. Donc voilà, vous comprenez que parallèlement à cette érosion, le nombre de variétés de blé inscrites au catalogue connaît un essor majeur dans la seconde moitié du XXe siècle et plus particulièrement à la fin des années 1970 pour atteindre près de 400 variétés inscrites au début des années 2000. La mise en relation de ces deux courbes montre que l'inflation du nombre de variétés ne traduit pas une amélioration de la diversité génétique. La sélection programmée contribue à stabiliser un très petit nombre de traits pour chaque nouvelle variété sans véritablement introduire de diversité génétique. Alors, ceci traduit aussi l'hégémonie des lignées pures modernes qui deviennent majoritaires au début des années 60 puis exclusives en 1972 ainsi que le montrent les proportions relatives des types de variétés. Plus finement, l'évolution de la diversité des types de variétés montre une première phase entre 1912 et 1950 au détriment des variétés de pays et en faveur des lignées anciennes, faisant déjà l'objet de sélections programmées, et cela correspond à la baisse régulière au rythme annuel de moins 0,6% de la diversité génétique. Au-delà de 1964, les variétés de pays sont absentes et les lignées anciennes ont totalement disparu au profit des lignées modernes. Elles recommencent à être cultivées au début du XXIe siècle et durant toute cette dernière période, la diversité génétique reste faible en deçà de 0,6. On a donc une dimension sociétale qui traduit la volonté chez certains agriculteurs de reprendre la maîtrise totale de leur production. Trop souvent, ils s'inscrivent pas trop souvent, mais très souvent, ils s'inscrivent dans l'agriculture biologique qui se développe de plus en plus depuis la fin des années 1980. Il est intéressant de noter que les organismes de recherche publique participent à ce mouvement et que l'action combinée d'associations, d'organismes et de collectifs citoyens a été entendue au niveau de l'Union européenne. Alors, je vous propose
de répondre aux petits problèmes suivants. C'est pour comprendre quels effets génétiques la domestication peut avoir sur les plantes. Donc, deux questions que vous allez essayer de résoudre. D'abord, vous allez essayer d'expliquer l'apparente contradiction entre l'augmentation de la diversité allélique au cours du processus de domestication, l'augmentation du nombre de variétés et l'appauvrissement génétique des espèces cultivées. Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous allez envisager les conséquences génétiques de l'autorisation de produire et de commercialiser les semences en dehors du catalogue à partir de 2021. Donc prenez le temps d'essayer de répondre à ces questions, dont voici la correction. Première question. Pour expliquer l'apparente contradiction d'une augmentation du nombre de variétés et de la baisse de diversité génétique, il est utile de revenir à la définition de ce qu'est une lignée pure moderne, à savoir une lignée homozygote pour l'ensemble de ces caractères. L'obtention de telles lignées provoque la disparition d'allèles, soit parce qu'ils ont été jugés défavorables, soit comme conséquence involontaire des autofécondations successives. Elle s'accompagne donc de façon consubstantielle d'une perte de diversité allélique. Si de plus les nouvelles variétés créées sont obtenues à partir d'un petit nombre de lignées pures, parmi toutes les lignées pures disponibles, on comprend que la diversité allélique en soit très fortement diminuée, malgré l'augmentation du nombre de variétés. Réponse maintenant à la deuxième question. Pour envisager les conséquences que pourrait avoir l'autorisation de produire et de commercialiser les semences en dehors du catalogue à partir de 2021, il est essentiel de situer l'importance de cette décision qui ne concerne que l'agriculture biologique en Europe. En France, cette dernière ne représente que 7,5% de la surface agricole utile en 2018. Cette valeur étant proche de la moyenne européenne. Autrement dit, en 2021, le marché ne sera pas inondé de semences en dehors du catalogue. Il pourra donc être utile de fournir des ressources complémentaires sur la production de semences à la ferme, les catalogues de semences bio, les variétés privilégiées pour nourrir la réflexion de l'homme. Un focus utile pourra être fait sur l'agriculture biologique et sur le métier d'agriculteur dans toute sa diversité. En revanche, elle peut avoir plusieurs effets. Premier effet, permettre aux agriculteurs produisant déjà leurs semences sur leur exploitation de sécuriser leurs pratiques en bénéficiant d'un cadre légal. Deuxième point, rendre les exploitations polyvalentes et sécuriser différentes sources de revenus, c'est-à-dire aussi bien les semences et les produits des cultures, et contribuer à une déspécialisation de la filière agricole. Troisième point, diffuser auprès des populations ces semences qui pourront être utilisées dans les jardins et potagers des particuliers. Quatrième point, c'est recourir à des variétés anciennes régionales pour mettre en place des croisements adaptés au terroir et ainsi contribuer à redonner une place aux variétés paysannes. Cinquième point, réintroduire de l'homogénéité génétique dans les semences produites. Oui, mais y a-t-il un risque de revenir à des variétés paysannes du début du XXe siècle? Eh bien, ce mouvement inclut des organismes de recherche et des associations paysannes et s'appuie sur un réseau d'agriculteurs bien formés. En effet, pour s'installer en tant qu'exploitant agricole, une formation spécifique est indispensable, par exemple le baccalauréat professionnel BTA, l'école d'ingénieurs agro-agri, par exemple. L'agriculture biologique demande par ailleurs un bon niveau technique pour faire face à sa plus grande complexité de mise en œuvre. Ce niveau d'accompagnement
garantit une approche expérimentale plus rigoureuse, d'autant que les cahiers des charges en agriculture biologique sont exigeants. L'activité peut être envisagée sous la forme de petits groupes de discussion avec le sujet, donc sur le sujet, avec comme objectif de proposer à la population 2 effets argumentés en faveur de rédiger, en vue de rédiger un texte collectif. Un espace numérique collaboratif peut s'avérer utile pour faciliter les mutualisations. Donc ça peut être fait au niveau d'une classe où vous allez avoir une activité très intéressante qui peut être envisagée sous la forme de petits groupes de discussion, comme je vous l'ai dit, sur le sujet, avec, je répète, pour objectif de proposer à la classe entière, 2 effets argumentés en vue de rédiger un texte collectif et de le présenter ensuite à la classe. Et pour cela, il serait bon d'avoir un espace numérique collaboratif qui pourrait s'avérer utile pour faciliter les mutualisations. Alors, bien sûr, on ne se cache pas que ce cours était quand même relativement complexe. Et donc je me suis appuyé sur des documents officiels pour rédiger ce cours. Quels effets la domestication a-t-elle sur la diversité allélique des plantes? Nous avons parlé de l'évolution de la diversité allélique au cours d'un processus de domestication, en prenant l'exemple du riz. Nous avons vu les effets génétiques des méthodes actuelles de création variétale et avec les conséquences. Donc le cours est terminé. Merci. Ouf.